Bonjour tout le monde et merci d'être présent pour un nouveau podcast d'Ingénieurs sans frontières. Je suis Elliot, étudiant au doctorat en génie logiciel à l'ETS et également président de la section. Et aujourd'hui, je suis très heureux de recevoir Monsieur Jocelyn Dupenord. Jocelyn, comment vas-tu? Très bien, Elliot, merci. Et pour toi, ça va? Ouais, ça va très bien, merci. Surtout en te recevant. Jocelyn, donc, petit clin d'œil, comme vous pouvez le voir écrit là-dessus, c'est par l'intermédiaire de FDS and Friends Canada qu'on a été mis en contact. Je renvoie tout le monde, si vous ne l'avez pas déjà vu, allez voir l'épisode qu'on avait fait avec Jimmy Edwins Ellie, qui explique vraiment à FDS and Friends ce que c'est, son parcours, ce qu'ils font. Et on va en parler un peu plus tard avec l'implication de Jocelyn dedans. Mais avant tout, je pense qu'il peut être important, Jocelyn, c'est est-ce que tu pourrais un peu te présenter, c'est-à-dire ton parcours peut-être un peu académique, scolaire, d'où tu viens, les grandes étapes que tu as vécues. Merci, Elliot. Le parcours a commencé en Haïti, où j'ai fait des études d'abord en mathématiques, en sciences économiques, puis des études en génie électronique à la faculté des sciences. Ensuite, j'ai été faire une spécialisation en project management. Mhm. Ça, c'est en France, où j'ai passé aussi quelques années avec aussi une autre étude en intégration système et de gestion de risque. Là encore, c'est en France. Et tout récemment, j'ai aussi découvert un autre domaine qui m'intéresse beaucoup, c'est les finances. Mhm. Et qui fait que j'ai été chercher aussi mon permis dans ce domaine-là. Ah, c'est vraiment un parcours vraiment très pluridisciplinaire quand même, on le voit. Super intéressant cette ouverture d'esprit sur des domaines aussi différents. Euh, Comment tout ça aujourd'hui, ça se matérialise peut-être dans ta vie, dans le travail, dans ta vie associative? Est-ce que tu as des exemples en ce moment d'application de ces domaines? Je crois que chaque domaine d'études a amené une compétence Mhm. ou des compétences plutôt complémentaires. Euh, la rigueur des mathématiques, le pragmatisme du génie, mais aussi en étudiant la finance, c'est des choses que tous ces parcours-là n'ont pas donné. Mhm. Ça vient Ouais. compléter un peu. Euh, donc, concrètement, je pense que dans mon parcours professionnel, donc Mhm. on a parlé juste des études, ça a permis de compléter mon background et de permettre à ce que je sois beaucoup plus pragmatique et aller au plus proche des solutions qui peuvent avoir des, des utilisations concrètes euh, dans la réalité des gens. Mhm. Ouais, c'est vrai. Très, très intéressant de vraiment se compléter. On peut toujours se compléter, toujours se former et Mhm. avoir plein de compétences. Euh, pour revenir sur peut-être ton arrivée donc, au Québec, euh, ça se fait quand cette arrivée au Québec et comment est-ce que on a beaucoup parlé avec Jimmy, comment elle se fait cette intégration pour toi ici au Québec? Je suis arrivé au Québec en 2019, un peu avant la Mhm. pandémie. Et c'est- malgré les expériences que j'ai eues par le passé, euh, en Haïti, en France, mais je pense que le Québec m'a donné aussi une nouvelle perspective avec la pluralité des opportunités Mhm. qu'on peut trouver ici au Québec. Le plus grand défi, c'est de pouvoir s'adapter, s'adapter à cette nouvelle réalité. Mais deuxièmement, c'est aussi être capable de repartir à zéro Mhm. dans une certaine mesure en termes de réseautage, en termes euh, de, le fait de prouver ce qu'on sait faire, ce qu'on est capable de faire dans un milieu professionnel, par exemple. C'est un défi, mais je pense qu'au final, ça a été très formateur. Et le fait aussi de pouvoir profiter des opportunités que le Québec donne par rapport aux autres parcours que j'ai eus par le passé. Super. Et pour parler de cette intégration et de FDS and Friends, ça t'a aussi aidé de voir des personnes qui avaient un parcours plus ou moins similaire au tien, en tout cas qui venaient du même endroit, même de la même faculté, c'est ça qui est Mhm. la grosse particularité. Ça t'a beaucoup aidé dans certaines têtes démarches, dans du réseautage, pour bien t'intégrer. Oui, dès mon arrivée, j'ai j'ai commencé à prendre contact avec quelques amis et puis c'est par là que FDSN Fund n'était pas encore formalisé. Donc Mhm. c'était un club d'amis ou d'anciens de la faculté
et des sciences de l'Université d'État en Haïti. Et c'est par la suite que on va structurer FDS Friends comme une association reconnue. Et ça m'a permis vraiment d'avoir la base du réseautage, d'avoir des informations de première main de la part d'autres personnes qui étaient là avant moi. Et je crois que c'est une belle opportunité. Et depuis aussi, on donne l'occasion à d'autres anciens de la faculté ou bien d'autres amis de pouvoir profiter de toutes ces informations qui circulent au niveau de notre réseau via le FDS and Friends Canada. Donc FDS and Friends, ils t'ont apporté, mais tu leur as aussi apporté avec tous les domaines qu'on a vus. Comment est-ce que tu es intégré là dans FDS Friends, historiquement ou aujourd'hui? C'est pas juste une association, c'est comme c'est la construction de relations avec le temps, construction aussi de la confiance, parce que on vient de la même faculté, très souvent on n'est pas de la même promotion, donc ça prend des pratiques de travail ensemble pour se connaître plus, en plus de ce qu'on peut avoir comme bagage venant de la faculté des sciences. Et à travers les dernières années de fonctionnement avec l'association, je crois que mon apport a été à plusieurs niveaux, en intégrant par exemple le pôle investissement. Donc au niveau de l'association, il y a 3 pôles. Il y a un pôle de formation, d'accueil en fait, et de loisirs, qui prend en compte les activités sociales. Il y a aussi un pôle qui s'occupe de tout ce qui est amélioration et évolution de carrière, qui propose aux nouveaux arrivants des éléments de parcours, d'intégration. Et l'autre pôle, c'est un pôle d'investissement. Donc, on va voir comment est-ce que on peut se mettre ensemble et monter ensemble des entreprises, faire des activités en lien avec les investissements, apprendre aussi des autres qui ont déjà eu un parcours, qui ont déjà des entreprises et qui peuvent partager aussi leur expérience. Donc, ce pôle investissement, avec quelques autres amis dans ce comité-là, a permis de partager ce que nous avons comme background, mais aller chercher aussi beaucoup plus ailleurs pour apporter aux membres de l'association et à d'autres personnes qui sont proches de l'association. C'est vraiment une constante évolution entre les anciens membres, les nouveaux, chacun apporte de son côté, et avec l'expérience qui est très importante. Ça a l'air d'être assez important, cette expérience dans l'associatif. Est-ce que tu as d'autres peut-être associations, d'autres actions communautaires dans lesquelles tu as fait partie? Ah oui. Je vais citer juste quelques-unes des associations. Il y a le Grand Monde, qui est une association ici au Canada, mais qui fait des actions en faveur en Haïti. Et pour cette association-là, je suis le vice-président à l'entrepreneuriat. Et j'amène aussi à ce niveau-là mes compétences pour accompagner les jeunes par exemple au niveau de notre incubateur d'entreprise, un incubateur accélérateur d'entreprise que nous avons, et également pour mettre en place, en fait, favoriser la création de nouvelles entreprises. Et ça, c'est pas que, en fait, autant pour des gens qui sont intéressés à ce domaine-là, mais on cible surtout des étudiants, parce que Grand Monde, à la suite de sa création, a mis en place une université qui s'appelle ISTEA. Et via cette université-là, les étudiants qui sont là, on leur donne un cadre où ils peuvent, en plus de faire de la théorie, d'avoir de nouvelles connaissances, mais aussi de se lancer, si ils sont intéressés par ce domaine-là, de se lancer en entrepreneuriat. Et cette université, elle se trouve où? Son siège se trouve en Haïti, dans plusieurs villes en Haïti. Il y a plus de 8 villes où ISTEA se trouve. Et puis, on a environ 200 professeurs qui se trouvent à l'étranger. Et ici au Canada, une grande partie aux États-Unis, en Europe et aussi en Afrique.
Et en Haïti également, il y a plus de 200 professeurs dans divers domaines qui travaillent aussi au niveau de cette université, qui se retrouvent aussi en de bonnes positions par rapport aux autres universités haïtiennes, donc 2e ou 3e position, donc qui prend du terrain au fil des ans. Et l'année dernière, ils ont fêté leurs 10 ans d'existence. Donc, il y a un potentiel et notre objectif, c'est d'apporter ce qu'on peut pendant qu'on est vivant, qu'on est là, en accompagnant autant les jeunes dans le domaine où on a de la compétence. Et des compétences, comme on l'a vu, tu en as beaucoup. Tu peux apporter sûrement sur beaucoup de terrains. Toi, justement, à Haïti, est-ce que tu as encore des liens avec la faculté des sciences directement? Oui, via l'association des anciens élèves de la faculté des sciences, AEFDS. Et je continue à contribuer, à participer à leurs rencontres et puis à participer non seulement dans des rencontres, mais aussi en fonction des besoins de la faculté, apporter notre soutien à cela via l'association. Tu as beaucoup parlé donc, des jeunes, des étudiants. À quel point tu trouves que c'est important, dès leurs études, de leur inculquer d'autres compétences, d'autres choses qu'ils peuvent penser, qu'ils peuvent croire, d'autres façons de penser. Je trouve ça vraiment important dès l'université, ou voire même avant, de leur inculquer tout ça. Il y a des choses que l'université ne donne pas. L'université donne un ensemble de connaissances. Et il y a bien sûr des valeurs humaines liées à l'éthique qu'on est censé apprendre. Mais c'est sur le terrain que ça se joue. Et il y a des choses qui peuvent être très complémentaires, qu'on peut apprendre ailleurs qu'à l'université. Et donc, certaines valeurs, par exemple, qui sont propres ou culturellement, on a besoin de les avoir. Et au-delà de l'université également, quand on a fini d'avoir une masse de connaissances, il faut aussi confronter ce qui se passe concrètement, comment appliquer ces connaissances-là à la réalité du terrain, comment amener des solutions concrètes via l'innovation, bien sûr, à des problématiques de la population, des problématiques de notre communauté. Et ça, c'est des points, je pense, très importants qu'il faut allier à la connaissance qu'on peut acquérir à l'université. Ouais, ça permettra une meilleure adaptation pour aller sur le terrain, comme tu l'as dit, en entreprise. En parlant d'entreprise, je sais que tu as aussi un beau parcours entrepreneurial, à quelque chose qui t'intéresse. Certaines personnes, c'est pas leur domaine, l'entrepreneuriat, entreprendre. Toi, à quel moment est-ce qu'à un moment, tu as eu un déclic, tu as su que tu voulais entreprendre dans différents domaines? Au départ, j'ai été concentré sur mes études. Et après les études, généralement, on nous prépare à aller dans un rôle de salariat. Et puis, en fait, c'est en France que ça a commencé. J'ai eu ce déclic-là. On a lancé avec un autre associé une première entreprise en France. Et puis, arrivé au Québec, et j'ai vu tout le potentiel qu'il y avait et ça a pris beaucoup plus d'ampleur. Et maintenant, quand on a fait l'expérience en créant des entreprises, on est capable l'entreprise amène des solutions concrètes aux besoins des gens, mais les entreprises ont aussi des besoins. Et via encore le pôle d'innovation dont je suis un responsable pour le GRAN, on a un centre de service aux entreprises qui permet de répondre aux besoins des entreprises elles-mêmes. Et avec l'incubateur et l'accélérateur d'entreprise, on vient dès le départ accompagner les personnes qui ont des idées et qui veulent se lancer aussi dans l'entrepreneuriat. Donc, le déclic pour moi est arrivé comme ça, mais on veut donner l'opportunité le plus tôt possible aux plus jeunes de se lancer là-dedans, parce que quand on veut être, par exemple, financièrement libre, avoir de quoi prendre soin de sa famille, mais plus que ça, d'avoir plus de moyens d'aider notre communauté, ça passe par l'entrepreneuriat. Ouais, c'est un grand levier d'opportunité, l'entrepreneuriat, comme tu l'as dit.
et avoir une vision on va dire, de plus en plus jeunes permet de plus facilement se projeter, de commencer à comprendre les codes, même voir des informations, commencer à comprendre qui fait quoi, qui est qui, quels besoins on peut avoir. Donc c'est super intéressant ce point de vue-là. Et j'ajouterais que quelqu'un qui a déjà le gène d'un entrepreneur peut être un meilleur salarié parce qu'il comprend plus facilement les besoins de l'entreprise. Et je pense que les universités le comprennent aussi. De plus en plus d'universités intègrent dans le parcours des étudiants les notions de l'entrepreneuriat, non seulement pour leur donner l'opportunité de se lancer eux-mêmes, mais de mieux comprendre ce qui se passe dans l'entreprise, pas comme un spectateur ou bien quelqu'un qui vient exécuter, bien sûr, des commandes de la part d'un patron, mais de comprendre les codes d'une entreprise et pouvoir mieux servir les clients ou les causes de ces entreprises-là. Ouais, c'est vrai qu'on voit de plus en plus des stages dans les universités. Ici, le test et les stages obligatoires directement qui aident les entreprises à avoir des personnes qui peuvent déjà être compétentes et en les formant, à créer aussi, comme tu en as parlé au début, un réseau. C'est très important le réseau. Je pense que toi qui as fondé plusieurs entreprises ou cofondé plusieurs entreprises, ton réseau a bien dû se développer. Comment tu fais pour garder ce réseau vivant, continuer à parler avec des personnes, est-ce que tu les rencontres à des forums, à des conférences tous les X mois, ou juste tu sais que les personnes, tu peux leur compter sur elles et tu peux les recontacter n'importe quand et relancer des projets? Oui, c'est un réseau non alimenté, non vivant, ne servira pas à grand-chose. Effectivement, ça prend d'alimenter les relations, Ouais. de nourrir ces relations-là à travers, bien sûr, ça peut être des conférences ou d'autres rencontres de réseautage. Mais ça prend aussi des projets. Et je crois que c'est l'un des... on parlait de FDS and Friends tout à l'heure. C'est continuellement avoir de nouveaux projets permettant de voir avec qui dans mon réseau pourrait contribuer dans ce projet-là. On peut toujours réussir seul, mais quand on est capable de réussir ensemble, c'est encore mieux. Oui, on voit que c'est vraiment important pour toi de transmettre ces valeurs. Tu as écrit un ouvrage là en début d'année, donc le match continue, à toi de jouer, que vous pouvez trouver ici. Pourquoi c'était important pour toi d'écrire cet ouvrage et de transmettre ce qu'il y a dedans? C'est un ouvrage où je parle un peu de mon parcours, mais par-delà tout ça, c'est aussi par expérience, en fonction de ce que j'ai vu sur le terrain, ce qui se passe autour de moi, je dis, OK, il y a peut-être une contribution que je peux apporter en écrivant cet ouvrage-là. Et à travers cet ouvrage, j'amène quelques éléments, autant pour les jeunes que pour les moins jeunes. Quand on est jeune, on a l'énergie et d'avancer. On sait qu'on est capable d'atteindre nos rêves, de réaliser nos rêves, d'atteindre nos objectifs. Donc le livre est pour toi, si tu es jeune. Le match continue. Et pour ceux-là qui sont des jeunes professionnels qui sont déjà sur le terrain, face à des buts encaissés, c'est toujours difficile. Ouais. C'est toujours difficile. Et à ce moment-là, le livre aussi est pour toi parce que autant qu'on est sur le terrain, il y a moyen de changer le cours du match. Et le match continue. Maintenant, la façon de jouer et son match, c'est un autre point important que j'ai abordé dans le livre. Et il y a plusieurs façons de voir ça en fonction bien sûr, des résultats des premières minutes du match. Où est-ce qu'on en est dans notre parcours? Mais au final, c'est dire où est-ce que je veux, quel est mon but, où est-ce que je veux arriver. C'est ça qui va déterminer la stratégie à définir pour le reste du match. Donc, je donne aussi quelques clés là-dessus et dans le livre. C'est vraiment super intéressant. Et toi qui as eu un parcours, donc plus tu l'as dit dans les mathématiques, même pour la finance, cette envie vraiment d'écrire, c'était un besoin de le mettre sur papier.
Comment ça t'est vraiment venu, cette idée, directement? Je fais des présentations régulièrement Mhm. euh, à des groupes. Et j'avais fait, le titre du livre, c'est le titre d'une présentation que j'avais faite. Ok. OK? Et puis, j'ai vu que les gens ont bien aimé Mhm. cette présentation-là. Et comment est-ce que j'ai imaginé la présentation? Eh bien, j'ai entendu, j'ai écouté les gens et autour de moi par rapport à la sortie de la pandémie. Mhm. Et c'était très difficile pour les gens de repartir vers l'inconnu parce qu'ils ne savent pas, est-ce que ça va vraiment s'arrêter? Est-ce que ça va reprendre? Donc, c'était une façon de donner de l'espoir, Mhm. d'alimenter jeunes et moins jeunes, je n'aime pas Ouais. dire vieux, mais jeunes ou moins jeunes, de venir apporter un booster pour permettre à ce qu'ils puissent reprendre le cours de leur vie et à réaliser leurs rêves. On voit dans tout ce que tu dis, là même tu l'as dit, pour la raison que ça t'a donné envie de l'écrire, tu as entendu des gens parler de leur inquiétude. Et même dans ton parcours, comme tu disais, au niveau du réseautage, d'aider les jeunes, de collaborer, plusieurs Mhm. entreprises, d'associatifs, etc. Euh, à quel point ça t'a nourri, toi, ces rencontres avec des personnes? On a des fois l'impression, à l'université, on est un peu seul ou bien dans notre équipe, on travaille, on essaie de passer, et des fois on se nourrit pas. Tu as beaucoup apporté à l'associatif, mais à quel point ça t'a apporté de rencontrer des personnes? Ça me donne beaucoup d'énergie Mhm. parce que chaque fois qu'on aide quelqu'un à se relever, ben, tu es boosté encore plus à faire plus, à aider d'autres gens. Et deuxièmement, c'est que moi, je crois que on ne peut pas vivre que pour soi-même. On ne peut pas vivre sa petite vie et puis on a 20 ans aujourd'hui, on a 25 ans et puis on se concentre que sur soi-même. Mhm. Quand j'ai été étudiant, j'étais impliqué comme toi dans des structures associatives. Et comme j'aime le dire à mes amis, je donnais la dîme de mon temps parce que c'est important. Mhm. Et ça enrichit, au lieu de dire que, OK, j'aurai pas le temps de réviser, ça enrichit, puisque ça permet de faire une coupure par rapport au train-train quotidien. Mhm. Et on revient beaucoup plus renforcé et prêt à continuer d'étudier, prêt à surmonter d'autres défis, par exemple. Super. Mais écoute, Jocelyn, on approche de la fin de cette bonne entrevue. Est-ce que tu aurais peut-être un conseil à donner aux personnes qui nous écoutent, qui veulent peut-être suivre ton parcours ou s'en inspirer sur certaines affaires? Est-ce que tu as un conseil de vie ou professionnel, par exemple? D'abord, je voulais m'adresser aux jeunes, étudiants Mhm. ou non, et, mais aussi aux moins jeunes. Il faut oser. Quel que soit le moment, là où vous êtes dans votre parcours, il faut oser faire des choses, oser essayer. Il y aura des buts encaissés, il y aura des mauvaises expériences, mais quand ce qu'on appelle échec arrive, ben c'est des moments d'apprentissage, des moments de grandir, de prendre du recul et de faire un pas de géant, de faire un plus grand pas vers nos rêves, vers nos objectifs. Donc, le principal conseil, ce serait ça. Oser avancer, oser agir, oser prendre action. Et si vous êtes encore sur le terrain, c'est que vous pouvez encore changer le cours du match, comme j'ai dit tantôt. Et vous pouvez aussi réaliser vos rêves les plus chers et partager ce que vous avez comme connaissances, comme compétences autour de vous avec votre communauté et par le réseautage. Et je terminerai pour dire que donnez autant ou plus que ce que vous avez reçu. Merci, Jocelyn, pour cette belle entrevue. Merci, Elliot. Merci à tous. Merci tout le monde. On se retrouve pour un prochain épisode.